Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut aux beaux camarades. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. L'actualité en France, c'est la grève des médecins libéraux, une grève d'une ampleur et d'une durée historique, 10 jours jusqu'à jeudi soir. Donc les grévistes protestent contre les pouvoirs publics qu'ils accusent d'entraver leur liberté d'installation, de prescription et de fixer leurs tarifs. Certains ont même choisi l'exil temporaire et symbolique à Bruxelles. On a fermé nos cabinets, on n'opère pas pendant 3 jours. On ne va pas laisser les gens sans soins, mais on a tout décalé, on s'est tous organisés et on est tous ici. L'opération Bruxelles est symbolique, c'est l'exil. Vous ne nous écoutez pas, on n'a pas moyen d'être représentés, donc on s'en va. Les médecins libéraux français exagèrent-ils en dénonçant une dérive autoritaire ou le malaise est-il plus profond? On en débattra ce soir avant de vous retrouver à la fin de l'émission. Marie Bonisseau et Xavier Bauduit pour vos chroniques. Et direction l'Iran, Elisabeth, vous avez vu, la répression est terrible. En Iran, des centaines de morts. Certains parlent de milliers de manifestants, de manifestantes qui s'opposent au régime des mollahs. Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu, se propose comme étant une figure de l'opposition. Il ne fait pas l'unanimité. En tout cas, pour nous, c'est l'occasion de retourner à Persépolis. Et vous, Marie, où nous emmenez-vous? Je vous parle, on fait le tour du monde. Je vous parle d'un Anglais qui a décidé de faire le tour du monde, mais à pied. Il ne fait que marcher. Vous allez voir combien de temps ça lui a pris. Des C'est années, même pas fini. Bien sûr. À tout à l'heure. Et pour commencer, saviez-vous que la troisième religion en France est l'évangélisme, avec plus d'un million d'évangéliques convertis? Au fait, qu'est-ce que le protestantisme évangélique, cette religion de conversion prosélyte qui entend mettre Dieu au cœur de la cité? Et quel rôle joue la tendance puritaine de l'évangélisme dans l'Amérique de Donald Trump? L'historien Sébastien Fath publie l'ouvrage de référence sur ce protestantisme militant qui a le vent en poupe partout dans le monde. On le retrouve tout de suite. Sébastien Fath, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Bonsoir. Sportouche. Et on vous reçoit parce que vous êtes celui qui va tout nous révéler, si je puis oser ce mauvais jeu de mots, sur le nouveau pouvoir évangélique. Vous publiez cet ouvrage de référence, je l'ai dit, chez Grasset. C'est une foi militante, c'est ça? Et donc chaque converti s'en va porter la bonne nouvelle. C'est quelque chose de très particulier, très spécifique à l'évangélisme. Effectivement. Alors, les évangéliques, d'abord, c'est des chrétiens. Ouais. Ils se réfèrent à Jésus-Christ, à l'offre de salut, Jésus-Christ. Ensuite, c'est des protestants. Donc, ils ont souvent la Bible en main, ils citent volontiers la Bible. Mais enfin, ce sont des chrétiens de conversion, effectivement. Donc, pour eux, on ne naît pas chrétien, on le devient suite à conversion. Et qui dit conversion dit aussi prosélytisme. Donc, en effet, les églises évangéliques sont des églises généralement plutôt militantes et tournées vers la conversion, vers le prosélytisme. Alors, le point sur votre travail est sur l'essor incroyable depuis plusieurs années de cette église évangélique dans le monde et en France, évidemment, avec Gaël Legras. On vous retrouve juste après. Sébastien Fath, vous vous intéressez aujourd'hui au nouveau pouvoir évangélique. Alors, comment définir ce courant du christianisme? Quelles valeurs promeut-il et pourquoi est-il en pleine expansion? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Spécialiste du protestantisme évangélique depuis plus de 25 ans, vous publiez en 2002 un livre consacré à Billy Graham. Ce pasteur américain très influent a notamment organisé un rassemblement devant le Capitole en 1952 pour réclamer l'instauration d'une journée nationale de prière. Until we come back to the Bible, back to the church, I'm absolutely convinced that we shall never solve the problems of our day and save our country. Dans les années 50, la France ne comptait que 50 000 protestants évangéliques. Il serait 1,1 million actuellement. Vous les définissez selon 4 critères. Ils se réfèrent à Jésus-Christ, par qui le salut doit arriver. La Bible est centrale. Ce pasteur de Saint-Denis conseille par exemple un fidèle en s'appuyant sur le livre des Proverbes. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La conversion, en effet, les évangéliques le deviennent plus par choix que par transmission, d'où la cérémonie des baptêmes d'adultes. J'adore Jésus. Qui est ton Seigneur? C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon roi. Enfin, le prosélytisme. Selon vous, chaque fidèle est encouragé à se faire porteur de la bonne nouvelle. Fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Cela prend parfois des tournures surprenantes, comme avec cette pasteur, Tina Rally, qui évangélise dans le métro parisien du lundi au vendredi. Jésus vous aime d'un amour
que vous ne pouvez pas imaginer. Les raisons du succès de cette religion, la troisième en France après le catholicisme et l'islam, tient aussi à l'habitude d'entraide et à l'aspect communautaire cultivé au sein d'églises qui ressemblent parfois à des centres de loisirs. Page 394, vous précisez. L'option évangélique séduit aussi car elle offre un capital social élargi et la promesse d'une nouvelle famille d'adoption. Oui, vous évoquez, Sébastien Fath, une fraternité élective qui explique toutes ces conversions. 62% des convertis en France, c'était des catholiques, 2% des musulmans et 2% des juifs. 27% de convertis n'avaient pas de religion, étaient areligieux. Qu'est-ce qui mène à la conversion ? Alors on a longtemps parlé d'un héritage chrétien en disgrâce, d'un christianisme en crise, et on s'aperçoit, en observant le terrain évangélique, que ce n'est pas tout à fait ça. Et là, sur le créneau chrétien, on a effectivement des associations de convertis qui recrutent beaucoup. Et qui recrutent non seulement en recyclant, si je puis dire, des catholiques, et il y a beaucoup d'anciens catholiques qui rejoignent ces églises, mais aussi en touchant d'autres publics, y compris des agnostiques et des athées. Alors je crois qu'une des clés, c'est de resituer cette croissance évangélique aujourd'hui dans le contexte des mutations sociales et économiques plus larges. Depuis la fin des années 70-80, nous sommes passés du capitalisme industriel vers un capitalisme néolibéral. Et le rêve néolibéral, c'est quoi ? C'est rien entre l'individu et le marché, comme disait Bourdieu. Or, on ne fait pas société avec ça. Il y a une demande de lien, il y a une demande de famille, il y a une demande d'affection, de convivialité, de commensalité. Et les églises évangéliques, voilà, qui sont effectivement des fraternités électives, proposent ce lien social. Elles fonctionnent vraiment sur le régime de la fabrique du lien. Mais en gros, vous dites qu'il y a moins de bistrots en France, il y a moins de sociabilité. On va la chercher chez les évangéliques. En effet, ce sont des lieux où on s'embrasse, où on passe du temps ensemble, où on va également s'intéresser aux soucis des uns et des autres, de façon très concrète. C'est une demande aujourd'hui de beaucoup de populations. Alors, d'une part, dans les quartiers des grandes villes, où il y a parfois un déficit également de sociabilité, de services publics, et par ailleurs aussi dans ce que Christophe Guilluy, le géographe, appelle la France périphérique, tous ces villages, ces petites villes, aujourd'hui où les commerces ferment les uns après les autres, où il n'y a plus beaucoup de vie sociale, et une église évangélique, dans ce contexte-là, c'est un véritable oasis. C'est un phare dans cette obscurité de socialisation. Alors on va évoquer avec vous, Sébastien Fath, et avec Anna, les méthodes pour attirer de nouvelles recrues. Alors ça passe par des gens qui taguent Jésus sauve sur les murs des villes, et puis ça passe aussi par le hip-hop. Oui, le hip-hop évangélique, qu'on appelle aussi évandrill, c'est un mélange d'évangélisme et de drill, qui est un des sous-types du hip-hop. Eh bien, ce genre musical séduit de plus en plus de jeunes adeptes en France. Je vais vous faire écouter un morceau du rappeur belge Imra. Maintenant je regarde au ciel, c'est plus comme à l'ancienne. Jésus mon essentiel, plus jamais je serai tiède. Amen, amen, compte sur Dieu pour qu'il m'aide. Amen, amen, évangéliser, on va le faire. Alors ce rappeur, il est loin d'être une exception. Il y a de plus en plus de rappeurs en France, notamment Manu Bolomic, le Psalmiste, Konosko, Redflow, pour ne citer que. Et tous, eh bien, ils respectent les codes du rap, c'est-à-dire des basses, un flow ciselé, débité dans les règles de l'art, sauf qu'au lieu de parler de violence, de drogue ou de sexe, eh bien, eux, ils préfèrent vanter les mérites de Jésus-Christ et parler d'évangélisation sur fond de grosses cylindrées. L'idée, vous l'avez compris, c'est de raconter leur expérience, raconter ce qui les a menés sur la voie de Dieu pour essayer de réveiller la foi des jeunes chrétiens, mais aussi des athées. Alors, Sébastien Fath, est-ce que vous pensez que ce genre de musique, eh bien, justement, ça permet aux églises évangéliques de recruter de nouveaux adeptes? Oui, absolument. Je crois que c'est une des dimensions aussi de l'attractivité de ces églises aujourd'hui, c'est qu'elles donnent des responsabilités aux jeunes. Elle leur donne des responsabilités dans un monde où les jeunes accèdent de plus en plus tard au marché du travail, accèdent de plus en plus tard au logement, ont le sentiment parfois d'être un petit peu laissés de côté. Et bien dans ces églises, on veut leur donner effectivement des responsabilités. Alors d'abord sur le plan musical, mais on va aussi leur donner des espaces de parole, des espaces d'organisation militante. Par ailleurs, sur le hip-hop et sur le rap, je crois qu'il y a une dimension aussi qui est intéressante, qui renvoie à toute une tradition protestante assez ancienne, qui est celle du prophétisme, qui a toujours été un petit peu regardé avec suspicion par les institutions. Pourquoi ? Parce que le prophète, il est un peu incontrôlable, il peut aussi répondre à une forme de colère. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le rap, dans ses expressions musicales, y compris chrétiennes et évangéliques, il y a une forme comme ça de prophétisme, un petit peu par la bande, qui s'exprime et qui dit des choses sur la société d'aujourd'hui. Alors, à propos de l'Église évangélique aux États-Unis, elle est le fruit d'une scission très très ancienne qui remonte à 500 ans, et elle est le résultat d'un puritanisme
qui a été exporté d'Europe vers les États-Unis. C'est quoi cette Église évangélique qui, pour peut-être les plus radicaux, entendent instaurer une cité de Dieu ? Et non pas Dieu dans la cité, mais carrément une cité de Dieu, une théocratie peut-être. C'est l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, nationalisme, puritanisme, obscurantisme. Alors en effet, il y a une particularité singulière de l'évangélisme aux États-Unis qui s'explique par l'histoire protestante des États-Unis, le mythe de la cité sur la colline, les puritains qui vont fonder une forme de Nouvelle Jérusalem. Et il y a cette idée finalement que l'Amérique, son âme, c'est le christianisme, et en particulier le christianisme de type puritain. Et aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, globalement, on observe des mobilisations effectivement de plus en plus importantes du côté évangélique, mais surtout en réalité des évangéliques blancs. Alors je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, mais aux États-Unis, mais comme J.D. Vance, on parle des blancs, des latinos, des Africains-américains, enfin, c'est ce vocabulaire-là qu'on utilise. Et au niveau des évangéliques blancs, il y a aujourd'hui une montée d'un christianisme identitaire, avec cette idée finalement que, si je puis dire, tout s'écroule, l'Amérique de Norman Rockwell, l'Amérique de la petite maison dans la prairie disparaît. Et cette pluralisation croissante de la société américaine, qui marque l'évolution contemporaine depuis 1945, eh bien, ces évangéliques la refusent. Et finalement, on regarde dans le rétroviseur en se disant notre identité, c'est ce type de christianisme-là. Et à bien des égards, on pourrait faire un parallèle avec le christianisme et le catholicisme en particulier de type identitaire en Europe. Et je pense notamment à la manière dont un Zemmour, par exemple, en France, va instrumentaliser un certain catholicisme identitaire, Éric Zemmour, pour réveiller une forme de fantasme d'une France chrétienne qui n'a probablement jamais existé réellement comme il l'imagine. Et quid de l'Asie et de l'Afrique où on compte le plus d'évangéliques? Pourquoi? Parce que les églises là-bas se substituent à l'État, parfois défaillant. Comment on explique ce regain d'intérêt, ce succès en Afrique notamment? On le voit sur la carte, 210 millions de fidèles. Alors l'évangélisme fonctionne effectivement très bien dans ce qu'on appelle le Sud global. Et il s'est beaucoup développé après la décolonisation dans les années 60. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un christianisme qui part du bas, qui répond en fait aux demandes des fidèles. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui construisent l'assemblée et qui finalement vont déterminer la liturgie, la prédication, un petit peu comme ils le souhaitent. Et si finalement un pasteur ne convient pas, eh bien les fidèles s'en vont. Donc il y a une force en fait du groupe client, de la communauté de base, si je puis dire, qui répond en fait à beaucoup de besoins sociaux, notamment dans des sociétés africaines qui aujourd'hui sont marquées par la méga-urbanisation, l'exode rural gigapoles, aussi. un exode rural considérable, avec des populations qui sont souvent déracinées, qui ont besoin d'une famille de substitution, qui ont besoin aussi d'un espace de solidarité. Et c'est précisément ce que ces églises proposent. J'ai une dernière question, Sébastien Fath. Le rôle des femmes, parce qu'on peut s'interroger, notamment aux États-Unis, à propos de cet évangélisme puritain. Et la place des femmes, c'est quoi? Il y a des femmes pasteurs, qu'en est-il? Alors, l'évangélisme est plus conservateur que d'autres types de protestantisme, mais il est beaucoup plus progressiste sur ce point que le catholicisme. Effectivement, il y a des femmes pasteurs, en banlieue parisienne, une des grandes méga-churches de région parisienne est conduite par une femme pasteur. Donc effectivement, les femmes ont des espaces en termes d'autorité, d'enseignement, qu'on ne trouve pas dans l'Église catholique. Et c'est une des raisons aussi de l'attractivité de ces églises aujourd'hui. Et de l'essor de ces églises. Tout sur le nouveau pouvoir évangélique, cet essor, et comprendre ça de l'intérieur. Merci infiniment, chez Grasset, pardon. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes, Sébastien Fath. Et on va passer à notre débat sur les raisons de la colère des médecins libéraux français en grève depuis une semaine, jusqu'à jeudi soir donc, et pour certains exilés symboliquement depuis ce week-end à Bruxelles. La médecine libérale est-elle trop encadrée, comme elle le dit, ou est-elle l'enfant gâté d'un système à bout de souffle? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des cars garés près de l'Arc de Triomphe, des médecins prêts à embarquer, quelques 1500 spécialistes libéraux grévistes, chirurgiens, gynécologues ou obstétriciens ont quitté la France hier pour la Belgique pour dire leur mécontentement et éviter aussi d'être réquisitionnés. Nom de code de cette mobilisation, Opération Bruxelles. L'opération Bruxelles est symbolique, c'est l'exil. Vous nous écoutez pas, on n'a pas moyen d'être représentés, donc on s'en va. On a fermé nos cabinets, on n'opère pas pendant 3 jours. On a tout décalé, on s'est tous organisés et on est tous ici. Cet exil temporaire s'inscrit dans le mouvement de grève des soins qui a démarré le 5 janvier dans toute la France. Samedi, 20 000 médecins étaient dans la rue à Paris. Signe d'un malaise profond, tous les syndicats marchaient derrière une même banderole. Il y a une violence qui est faite à la médecine libérale qui est terrible, en s'attaquant à ses piliers même,
à l'indépendance professionnelle, à la liberté de prescription, à la liberté d'installation. La loi de finances et les textes qui gravitent autour menacent directement l'existence même de cette médecine. Les spécialistes libéraux s'inquiètent car pour réduire le déficit de la sécurité sociale, plusieurs nouveaux dispositifs visent à encadrer les dépassements d'honoraires, très courants en médecine libérale. Des dépassements souvent justifiés, explique ce dermatologue. Quand je vais retirer un mélanome, le tarif de remboursement pour le patient, et donc du coup le tarif qui va être appliqué pour le médecin, c'est 28,80 €. Et ce tarif-là, ça fait plus de 20 ans qu'il est le même. Peu concernés par les dépassements d'honoraires, de nombreux généralistes sont également en grève. Ils dénoncent une dérive autoritaire du gouvernement. Avec renforcement des contrôles des arrêts maladie prescrits et limitation de la liberté d'installation pour réduire les déserts médicaux. Alors la médecine libérale est-elle malmenée comme le dénoncent les syndicats? Ou paye-t-elle notamment des dépassements d'honoraires que certains jugent abusifs? Comment sortir de cette grève des soins? On va voir ce qu'en disent nos trois invités. Docteur Sophie Bauer, bonsoir. Vous êtes en grève, vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux, en grève donc, et vous êtes par ailleurs chirurgienne thoracique et cardiovasculaire en clinique privée du côté de Melun. Selon vous, le mouvement des médecins est l'expression d'un ras-le-bol. Vous avez tout tenté pour vous, médecins libéraux au pluriel, pour éviter cette grève, mais on cherche à porter atteinte à votre indépendance professionnelle, d'où la grève. À côté de vous, professeur André Grimaldi, bonsoir. Vous êtes médecin diabétologue, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. Je signale votre essai « Notre santé, cette question, cette réponse ». Et selon vous, cette grève est irresponsable. Les patients sont pris en otage. Certes, les médecins dans la médecine libérale peuvent faire des dépassements d'honoraires, mais il faut rester raisonnable. Et à côté de vous, Nathalie Coutinet, bonsoir, économiste de la santé. Vous êtes également enseignante-chercheuse à la Sorbonne. Selon vous, un des problèmes vient du fait qu'il n'y a pas de ministre de la Santé, de ministère de la Santé stable depuis un certain nombre d'années, 2017 à peu près. Les médecins n'ont plus véritablement d'interlocuteurs. La grève est un moyen de se faire avant tout entendre. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le sondage du jour. Et il est favorable aux médecins libéraux, mécontent, puisque 64% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour leur mobilisation, si l'on en croit ce sondage Elab pour le quotidien Les Échos. Professeur Grimaldi, Elisabeth le disait, vous êtes contre cette grève, vous trouvez qu'elle était irresponsable, pas les Français qui sont favorables à ce mouvement. Pourquoi, selon vous? Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas si les Français sont favorables au fait que les chirurgiens partent à Bruxelles pour éviter les réquisitions. Et le président du syndicat qui a organisé ça dit, pour créer une situation sanitaire insoutenable par les politiques. Et insoutenable par les politiques, pourquoi? Parce que insoutenable par les patients et leurs familles. Parce que les urgences sont engorgées. C'est ce qui n'est pas le cas de notre collègue. Mais le syndicat, le Bloc, qui organise ce départ à Bruxelles pour éviter d'être réquisitionné, viole l'éthique médicale de base, le serment d'Hippocrate, ce qui n'est pas le cas de notre collègue. Oui, mais en même temps, docteur Bauer, vous soutenez cet exil à Bruxelles. Est-ce que vous trouvez que c'est allé trop loin? Est-ce que c'est irresponsable, comme le dit le professeur Grimaldi? L'exil à Bruxelles, il a quand même été annoncé par ce syndicat dont on parle. Le Bloc. En août. Voilà. En 2004, ce même syndicat avait proposé d'envoyer les chirurgiens à Londres. Voilà. Et le ministre de l'époque, qui était Douste-Blazy, Philippe Douste-Blazy. Voilà, Philippe Douste-Blazy avait donc reçu en temps et en heure les chirurgiens, les médecins, et on avait une négociation qui avait permis d'éviter la grève. Donc la faute à la ministre de la Santé, c'est ça? Si vous voulez, on a vu cette grève donc pour les plateaux techniques annoncés dès août. Nous nous y sommes joints, très clairement. La grève pour les autres spécialités médicales et les médecins généralistes annoncés il y a plus de 2 mois et demi, devant un projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on considérait insupportable. Et effectivement, aucune négociation, rien n'a vraiment été fait pour éviter l'état où nous sommes actuellement. Alors, pour ce qui est des réquisitions, elles sont arrivées. Et en principe, les réquisitions, elles arrivent bien avant. Elles auraient dû arriver bien avant. Vous rappelez ce que c'est qu'une réquisition, pardon, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas au courant de... Une réquisition, c'est un acte de l'autorité publique qui vous oblige à prendre votre astreinte ou à prendre votre garde ou à rester
disponibles pour votre établissement dans la période de grève. Et si vous n'y répondez pas, qu'est-ce qui se passe ? Si on n'y Vous avez répond une pas, sanction on a une sanction importante. On risque même de se retrouver derrière les barreaux. Donc on ne rigole pas, si vous me passez l'expression, avec une réquisition. Oui, je m'excuse quand même. Un président de syndicat chirurgien ose dire qu'il veut provoquer en France une crise sanitaire politiquement insupportable. Une crise sanitaire politiquement insupportable. Il faut oser dire ça. Ça devrait être sanctionné par le Conseil de l'ordre. C'est un propos qui est contraire à l'éthique médicale. Mais Nathalie Cognier, pourquoi il y a ce blocage aujourd'hui ? Parce que les pouvoirs publics n'ont pas entendu les aspirations des médecins depuis tant d'années, ou parce qu'il y a des exagérations ? Alors, c'est compliqué. Le gouvernement, depuis des années, cherche à réduire les dépenses de santé. Alors, on est pour, on est contre, mais en tout cas, c'est un fait. Longtemps, les réductions de budget se sont faites sur l'hôpital. Et ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire les dépenses fixées par l'État, ont été souvent plus faibles en termes de progression pour l'hôpital que pour la médecine libérale, qui jusque-là était plutôt épargnée. On cherche à faire des économies. L'assurance maladie est quand même payeur in fine des médecins. Il faut quand même rappeler que les médecins sont quand même in fine, même si c'est les patients qui les payent directement, ceux-ci sont remboursés, et que le payeur décide sur un certain nombre d'actes de revoir ce tarif de ces actes ou éventuellement de les réduire. Pour certaines spécialités, notamment les radiologues, on sait qu'ils sont quand même des spécialités à très haut revenu. Finalement, on le voit là sur le tableau, 417 500 € annuels. En moyenne. Alors évidemment, c'est une moyenne. Radiothérapeute et radiologue, 212 000. Oui, donc il y a effectivement des spécialités médicales qui rapportent énormément d'argent et l'État cherche aussi à faire des économies. Après, il n'y a pas eu de dialogue non plus avec les médecins. Ce que déplorent les médecins, c'est que normalement, c'était par convention, donc par négociation, ces tarifs, et que là, c'est un petit peu fixé de manière autoritaire par l'État. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna la problématique des dépassements d'honoraires. C'est ce qui a déclenché la colère, ce qui a mis le feu aux poudres. Vous nous expliquez ça. Oui, 4,3 milliards d'euros de dépassement d'honoraires en 2024 pour les médecins spécialistes. C'est 5% de plus qu'en 2019. Et cette hausse, elle concerne essentiellement les médecins du secteur 2 qui, je le rappelle, sont libres de décider du montant de leur consultation. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, ces médecins, à vouloir exercer en secteur 2 pour améliorer leurs revenus. On sait par exemple que la rémunération des ophtalmos, des chirurgiens et des gynécologues est 40% plus élevée que celle de leurs confrères en secteur 1. Et quelles conséquences pour les patients alors ? Eh bien, d'abord, une conséquence sur le portefeuille. Je prends l'exemple d'une consultation chez un gynécologue de secteur 1. Elle coûte 30 €, remboursée à 100% par la sécurité sociale. La même consultation en secteur 2 peut coûter 150 €, voire plus. 30 € sont pris en charge par la Sécu. Le reste est réparti entre la mutuelle et le patient. Et puis l'autre conséquence, c'est l'inégalité de la prise en charge sur le territoire, car les médecins de secteur 2 ont tendance à s'installer dans des grandes métropoles au détriment de zones moins favorisées. C'est pour cette raison que le gouvernement avait prévu une surtaxe sur les dépassements d'honoraires dans le PLFSS pour essayer de répondre à ces enjeux. Elle a finalement été abandonnée dans le texte final, mais aujourd'hui, une autre menace plane sur les médecins. Vous en avez parlé, c'est la baisse par l'assurance maladie des tarifs de certains actes médicaux, sans négociation avec les syndicats. Évidemment, la ministre a immédiatement déclaré qu'elle s'y opposait. Sophie Bauer, on le voit, il n'y a pas de baisse a priori des tarifs des actes médicaux, pas non plus de surtaxe sur les dépassements d'honoraires. Pourquoi, dans ces conditions, continuer à faire grève ? Alors tout d'abord, il faut que je rectifie quelques petites choses que vous avez dites. Le tarif de responsabilité des consultations des secteurs de hors Optam est à 23 €, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis, si je ne me trompe pas, 2007 ou 2009. Donc, d'autre part, les actes des chirurgiens, puisque c'est souvent de ça qu'on parle en termes de dépassement, les actes des chirurgiens sont bloqués au même tarif depuis 35 à 40 ans. On attendait, avec la nouvelle convention signée en 2024, une modification de la classification des actes techniques. Alors c'est un peu technique, mais de la classification des actes qui repose en gros sur la difficulté technique, la charge mentale du médecin, la responsabilité, c'est ça qui fait le tarif d'un acte, et le temps passé, le point de travail. On devait revoir toute la CCAM, donc tout ça, pour le 1er janvier 2026.
réponse récente de l'assurance maladie, rien ne sera fait avant les élections présidentielles. Donc dans un an et demi. On a un peu marre dans ce pays d'entendre dire que rien ne doit bouger avant des élections présidentielles. Justement sur les dépassements d'honoraires, justement des chirurgiens arrivent à 184% du tarif de la sécurité sociale. Oui. C'est justement pour cette raison que le gouvernement a souhaité les surtaxer. Le tact et la mesure, c'est 300%, c'est ce que nous avait dit le Conseil de l'Ordre. Donc on est encore largement dans le tact et la mesure. Et les secteurs 2 font 20 à 40% de tarifs opposables. Professeur Grimaldi. Tout à l'heure, vous avez souligné un sondage qui dit que la majorité de la population 65% des Français soutiennent le mouvement. Oui. Mais dans ce mouvement, il y a les généralistes qui sont en secteur 1, tarifs conventionnés, et puis il y a les autres. Alors quand on demande à la population, est-ce qu'il faut réduire les dépassements d'honoraires, là vous avez 110% qui disent oui, il faut réduire les dépassements d'honoraires. Donc il faut donner l'ensemble de ces données. Alors le problème des dépassements d'honoraires, c'est surtout que je comprends l'argument de notre collègue. Elle dit, ça n'a pas été revalorisé, on a des frais, on ne peut pas s'en sortir avec le tarif conventionné. C'est acceptable. Mais alors, ça n'explique pas du tout pourquoi ces dépassements varient du simple au double dans la même région, selon le chirurgien en cause, voire beaucoup plus. Hein, tout à l'heure, on en parlait individuellement. Dis-moi, je respecte une éthique, il y a une limite. Et on peut négocier une limite. Et il y a ceux qui disent, non, il n'y a pas de limite. C'est moi, comme dans le passé, jadis, qui vais dire, celui-là il est riche, il peut payer, celui-là il est pauvre, je ferai... ça c'est un monde dépassé. Mais il faudrait... Donc quelle est la limite? Alors pour ça il faut une régulation, vous dites on ne veut pas de régulation administrative, je suis d'accord avec vous, je la connais à l'hôpital. Mais il faut une régulation médicale, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas de régulation. C'est pas possible. Nathalie il y a des gens qui sont à 4 000 € de dépassement d'honoraires pour une prostatectomie. 3 000 € pour une quoi? Pour une prostatectomie. D'accord. 3 000 € pour une prothèse de genou. Puis d'autres vont être à 500. Alors c'est un chaos complet. Donc, entre ceux qui sont à Bruxelles, ceux comme vous qui acceptent l'idée d'une limite, et ceux qui sont en secteur 1, tous montent dans le même sac, ça va vraiment pas. Justement, Nathalie Coutinez, est-ce qu'il y a eu des abus et si oui, faut-il les sanctionner? Alors bien sûr qu'il y a des abus. Évidemment, il y a des médecins qui tarifient, surtout les spécialistes. C'est beaucoup plus les spécialistes que les médecins libéraux, généralistes, qui d'ailleurs sont bloqués. Il n'y a quasiment plus d'autorisation de secteur 2. En revanche, pour les spécialistes, c'est plus de la moitié des jeunes qui s'installent en secteur 2, donc qui s'installent en dépassement d'honoraires. Alors, c'est aussi, ces dépassements d'honoraires, c'est un moyen qu'a utilisé l'État pour ne pas augmenter la consultation médicale. Donc, d'un certain point de vue, c'est vrai que certaines consultations médicales sont à des prix, c'est plus cher une consultation chez le vétérinaire que chez certains spécialistes. À des prix incroyablement bas, anormalement bas, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un moyen pour l'État de pas faire reporter l'augmentation des cotisations sur la sécurité sociale. Mais du coup, on l'a fait reporter sur les patients ou sur les complémentaires. Et là, on génère des inégalités d'accès aux soins parce que tout le monde n'a pas la même complémentaire. Il y a des complémentaires qui remboursent très bien, d'autres qui remboursent beaucoup moins. Et donc, ça génère des inégalités très graves. Et aujourd'hui, on a quasiment une médecine à deux vitesses. On a deux médecines, en fait. Oui, soit vous avez, enfin, au moins deux, en tout cas, à deux vitesses, soit vous avez une très bonne complémentaire. Vous avez en plus accès à des médecins spécialistes si vous êtes dans une région où il y en a. Et vous pouvez être rapidement pris en charge. Soit vous êtes dans une région où il n'y a pas suffisamment de spécialistes ou vous n'avez pas une bonne complémentaire. Vous vous tournez vers l'hôpital et vous avez des temps d'attente qui sont excessivement longs. Donc, ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut réguler. Docteur Bauer, vous avez fait dans votre carrière toujours des dépassements d'honoraires. C'était nécessaire pour... Oui, moi je me suis installée en secteur 2. J'ai Bac plus 15, j'ai un DEA. J'ai fait un peu plus récemment un MBA. Donc, si vous voulez, je suis chirurgien, effectivement, j'ai les titres et travaux qui me permettaient, thoracique et cardiovasculaire, qui me permettaient effectivement de m'installer en secteur 2. Et la question ne s'est pas posée, parce que quand je me suis installée il y a 26 ans maintenant, les tarifs étaient déjà bloqués depuis un certain temps. Donc le souci, si vous voulez, c'est que vous imaginez bien que notre personnel, parce que nous avons du personnel en tant que radiologue ou chirurgien, on a du personnel, on ne peut pas le payer comme il y a 35 ou 40 ans. Donc il y a ça. Il y a l'immobilier professionnel qui a flambé comme tout l'immobilier. Et en plus, vous parlez des endroits qui sont des déserts en termes de spécialistes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ARS poussent au regroupement des plateaux techniques quand même.
Donc on crée actuellement encore des Les agents déserts régionaux de santé. en supprimant des autorisations sur certains établissements qui sont au seuil et en voulant regrouper sur de plus gros établissements. Donc on éloigne encore les spécialistes. C'est pas vos niveaux de diplôme qui justifient le revenu, parce que moi aussi j'ai un niveau de diplôme très élevé et je peux vous assurer que je ne marge pas aux rémunérations de l'ophtalmologue, ni même du médecin de base. Chez les médecins eux-mêmes, il y a une disparité entre le Voilà. pédiatre qui gagne moins de 90 000 par an et celui qui va gagner... Mais professeur, est-ce qu'il y a des Français qui renoncent aux soins parce que justement ils ne peuvent pas payer les dépassements d'honoraires ou qui ne vont pas chez un... Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça? On est dans ça existe. C'est mesuré, c'est mesuré. Le principe de l'éthique médicale et le principe républicain, c'est l'égalité des citoyens face à la maladie et hélas à la mort. Bon, ce principe est violé par la situation. Alors, j'entends bien ce que vous dites. Mais c'est mesuré, les dépassements de renoncement Ce que vous devriez dire, c'est que vous acceptez l'idée d'une limite négociée, que vous étiez dans ce qu'on appelle l'optame, c'est-à-dire une option tarif raisonnable. Mais il y a plein de ceux qui sont à Bruxelles, par exemple, je m'excuse d'insister, ne sont pas du tout dans cette logique-là. Alors, attendez, on dépense en France 12% du PIB pour la santé. Comme les pays riches. L'Allemagne dépense par individu 20% de plus que nous. Par contre, personne ne peut accepter qu'on peut augmenter. On peut aller jusqu'à 15% du PIB, mais pas pour des rentes. D'accord. Il faut que ça prophétise malade. Alors, dans les rentes, je vous en cite une en France, qui est très importante. Laquelle? En France, on est le seul pays au monde, qui, pour le même soin, a un double financement. Par la Sécu et par les complémentaires santé privées, les mutuelles. Avec ça, on a 8,2 milliards de frais de gestion des complémentaires et 6,8 milliards de... Professeur Grimaldi, on voudrait poser une question au docteur Bauer qui a fait une grimace quand elle vous a entendu dire bah oui, il y a des gens qui n'accèdent pas aux soins à cause des dépassements d'honoraires. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, parce que je crois que c'est un discours... Tout le monde peut se payer C'est pas ça. C'est qu'on est dans le tact et la mesure, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Tout le monde, mais est-ce que tout le monde, est-ce que tous les praticiens, tous les médecins du tact et la mesure, on fait entre 20 à 40% de tarifs complètement opposables, même en secteur 2. Hors optame. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux patients qu'on a devant nous. On n'a jamais fait renoncer un patient aux soins. Ça n'est pas vrai. Pendant très longtemps, les gens renonçaient aux soins pour l'optique, lunetterie et le dentaire et les appareils auditifs. Évidemment, avec le 100% santé, ça a été balayé. Voilà, donc le souci qu'on a actuellement, c'est que la sécurité sociale ne veut pas prendre le virage de la prévention. La seule chose qui peut réduire le coût des soins, c'est de prendre le virage de la prévention. Or, rien dans cette loi de financement ne le prévoit. Donc nous, ce qu'on demande, c'est allons vers la prévention. D'accord. Voilà, allons vers de l'activité physique adaptée, dont on sait qu'elle fait en 2 ans diminuer par 2 les diabètes et les maladies cardiovasculaires, et de 40% les cancers. Quand même. Alors, attendez, gardons un peu de temps pour évoquer un autre problème, un autre sujet qui fâche, c'est les pouvoirs publics qui pourraient décider de la liberté d'installation et restreindre cette liberté d'installation des médecins pour combler les déserts médicaux. Regardez, il y a 25 ans, ce qu'était le quotidien d'un médecin de campagne, une femme médecin de campagne, un véritable sacerdoce, on est en 2001. Une vie sur les routes. Entre Vesoul et Belfort, dans un canton qui ne compte plus qu'une quinzaine de médecins, elle parcourt 35 000 km par an. Anne Nodal est docteur. Peut-être l'une des dernières représentantes de ces médecins de campagne. Des journées de 14 heures au moins, sans compter les urgences de nuit et le dimanche, pour une trentaine de consultations en moyenne. Une vocation, un choix, un sacerdoce. Les copains, c'est pareil que moi, ils sont aussi à 14 heures tous les jours, ils sont aussi à calculer leurs heures de sommeil, ils sont aussi à se demander comment ils vont encore tenir le rythme longtemps. La relève n'est pas du tout assurée. C'est pour ça que je dis que c'est une prison. Nathalie Coutinier, est-ce que c'est vrai aujourd'hui que les médecins, on leur demande beaucoup plus qu'à d'autres professions? Par exemple, on leur dit, vous ne pouvez pas vous installer où vous voulez. Ce n'est pas forcément acceptable? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas formé assez de médecins pendant toutes les années, fin des années 80 et des années 90. On se retrouve avec un déficit de médecins très important. Ça a été régulé aussi avec l'accord des médecins qui ne voulaient pas trop de concurrence. Aujourd'hui, on n'a pas assez de médecins.
Et il y a des déserts médicaux. Voilà. Et il faut gérer la pénurie, et la pénurie, elle est mal gérée parce que les médecins refusent, pour certains, cette liberté d'installation, qu'elle soit remise en cause. Moi, je suis enseignante à l'université, j'ai pas eu le choix d'installation. Je suis allée là où il y avait un poste. J'ai pas choisi mon poste ni ma région. Alors, en plus, comme tout le territoire français quasiment est en désert médical, on peut très bien faire ses études à Paris, vivre à Paris et travailler dans le 93. On peut quand même considérer que les médecins, on n'envoie pas un médecin qui a fait ses études, je ne sais pas, à Lille, à Strasbourg, mais que dans un périmètre, les médecins puissent être contraints quand même de s'installer là où il y a des besoins. Vous êtes d'accord avec ça, Dr Bauer? La liberté d'installation, c'est un des piliers du libéral. Donc on va commencer comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les médecins généralistes sont la profession la mieux répartie sur le territoire, bien qu'il n'ait pas une obligation d'installation. Les infirmières qui ont des obligations et des restrictions d'installation sont moins bien réparties. Donc à partir comment se fait-il de là, que les gens disent j'ai mis 4 mois à avoir un rendez-vous, il n'y a pas de médecin? à partir de là, si vous voulez, on n'est pas des Shivas, on ne peut pas être aux 4 coins de l'hexagone à la fois. Donc on fait ce qu'on peut avec la démographie médicale que les gouvernants successifs nous ont fabriquée. Les médecins libéraux, dans leur principe, ils s'installent là où ils veulent. Et comme par hasard, ils s'installent plutôt au sud qu'au nord, plutôt là où les gens ont les moyens de payer que là où ils n'ont pas les moyens de payer. Et à leur place, je ferai pareil. Comprenez bien, parce que vous n'êtes pas comme un enseignant qui va pouvoir changer au fur et à mesure. Or, la solution, elle existe. C'est quoi? Eh bien, regardez, à Marseille, ce qui se passe. Les malades sont dans les quartiers nord. Les médecins sont installés dans les quartiers sud. L'hôpital de la Timone de Marseille, géré par un bon directeur, a décidé, avec l'équipe médicale, de créer des centres de santé dans les quartiers nord. Et dans les centres de santé, il peut y avoir des médecins spécialistes qui vont, à la demande, il y a des généralistes, il y a des équipes, il y a des infirmières, il y a des assistants, et ils peuvent avoir une carrière, ils peuvent commencer là, y rester s'ils s'y plaisent, pouvoir muter, pouvoir bouger. Non, parce que le libéral, en général, il reste avec sa clientèle. Or, évidemment, ils vont être à force de blocage. Ce qui montre que la médecine libérale ne peut pas répondre aux besoins de la population. Et que c'est le rôle de l'État. Très bien. L'État vous a entendu ce soir, tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci encore. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit, Marie Bonisson. On va évoquer la répression qui est de plus en plus meurtrière et sanglante en Iran. Des centaines de jeunes manifestants exécutés par les gardiens de la Révolution. Et puis on évoquera une histoire plus douce d'endurance. Un Anglais va boucler son tour du monde à pied, entamé il y a 27 ans, 58 000 kilomètres tout de même. Mais avant ça, le mot vedette du jour, Sancerre, un vin du Centre-Loire. Et quand la chanteuse Taylor Swift s'en sert en studio, eh ben ça serre les ventes. Voilà, c'est entendu. Des fans ont réussi à identifier la bouteille de Sancerre. Une bouteille de Sancerre, c'est un vin français, le Sancerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Sancerre, nom propre vraisemblablement tiré du latin Sacrum Caesaris, le lieu sacré de César, désigne, outre une commune du département du Cher et le terroir berceau du crottin de Chavignol, une AOC viticole créée en 1936. Une bouteille de Sancerre apparue dans une série documentaire américaine diffusée en décembre a fait de ce vin français une star. Dans l'épisode 5 de cette série consacrée à la première chanteuse milliardaire, un bref plan devant une table de mixage de studio d'enregistrement montre un flacon de Sancerre du domaine Terre Blanche, pinard aux notes florales nuancées par une pointe d'agrumes à l'attaque vive et franche, selon le vigneron. Si l'après-Noël est d'habitude un iceberg commercial pour le vin, l'armée de fans de la chanteuse a rapidement identifié le vin de Taylor, répandu la nouvelle grâce à la magie du feu numérique et descendu les stocks de l'importateur américain. Le Sancerre est l'un des heureux gagnants des retombées économiques de la vedette, surnommée les Swiftonomics. La picole française doit beaucoup aux pop-stars américaines. Le cognac a été le spiritueux de choix des rappeurs des années 90-2000. Paz the Courvoisier a été classé dans le top 11 aux USA et le nom Hennessy a été entendu plus de 20 milliards de fois en 3 ans dans des clips YouTube. Le Sancerre, lui, pouvait déjà compter sur Happy Pharrell Williams. Le succès du domaine Terre Blanche, 15 hectares, 100 000 bouteilles, 10% exportées aux États-Unis, est non seulement porté par une pop star démocrate, mais ridiculise aussi la marotte douanière de Trump. Il a surtaxé le vin de 15%. C'est ainsi que le Sancerre pourrait devenir le vin de la liberté, parce que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Merci Thibault Nolte. Et rappelons évidemment que l'abus d'alcool et du picrate et de toutes ces substances alcoolisées est très mauvais et dangereux pour la santé. Lors de vos chroniques, Marie et Xavier, en Iran, des centaines de manifestants ont été tués pour s'être opposés au régime, à la théocratie, au régime des mollahs. Depuis son exil aux États-Unis, Reza Pahlavi, qui est le fils de Feu, le Shah d'Iran, se présente comme un recours et le chef de l'opposition. Et vous nous racontez une histoire qui remonte à 70, à Persépolis. Exactement. 1971, pardon. Voilà, 1971, parce que Persépolis, c'est cette cité antique qui ressurgit de manière contemporaine le 12 octobre 1971, Élisabeth. Donc on est là à Persépolis, au sud-ouest de l'Iran, se déroulent des fêtes absolument hors du commun. Elles ont lieu dans le cadre des célébrations des 2500 ans de la fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand, et le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a voulu quelque chose d'absolument grandiose pour ancrer sa dynastie, son pouvoir dans une histoire millénaire, l'histoire de la monarchie en Iran. Ah, je vous dis, il a voulu les choses somptueuses, mais on n'imagine même pas ce que c'était. C'est plusieurs jours de fête avec un moment absolument sensationnel, c'est ce défilé grandiose qui résume ces millénaires d'histoire. Vous avez des centaines de figurants. Alors, vous en avez en tenue achéménide, donc ça, c'est le temps de Cyrus le Grand. Puis après, arrivent ceux en tenue parthe, et puis arrivent ceux, alors là, c'est plus près de nous, qui représentent la dynastie Kadjar, et ça se termine comme une évidence avec la dynastie Pahlavi. Donc, le Shah a mis les petits plats dans les grands pour recevoir, mais dans un luxe absolu, des rois, des reines, des princes, des princesses, des présidents, des premiers ministres, des émirs, bref. C'est farci de personnalités importantes du monde. Et ça fait le tour du monde, précisément, Xavier. C'est observé, c'est commenté et c'est critiqué. Déjà parce que ça coûte extrêmement cher, plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, le Shah, dans le même temps, a mis en place de grands investissements, des infrastructures, des routes, pour les écoles aussi, mais ça ne passe pas ces fêtes quand on voit la misère qui règne à ce moment-là encore en Iran, quand une petite partie de la population profite de la manne pétrolière. Et puis, ces cérémonies mettent de côté toute une histoire. C'est évidemment de la propagande qui relie Cyrus au Shah, mais bon, l'arrivée au pouvoir de la dynastie Pahlavi, comment cette dynastie a étouffé toutes les aspirations démocratiques, tout ça s'est mis de côté, comment le pouvoir ne survit que par le soutien des États-Unis, et puis évidemment, ça oublie complètement l'aspect autoritaire du Shah d'Iran, de son pouvoir, avec là ça va à la terrible police qui pratique, cette police secrète qui pratique la torture, mais vraiment sans état d'âme. Et on a dans cette vaste histoire un effet qui n'était pas du tout attendu, c'est-à-dire que les fêtes sont somptueuses, mais ça ternit l'image du Shah. Il est critiqué bien sûr par la gauche, on l'entend bien, il est critiqué aussi par les fondamentalistes religieux, et notamment l'ayatollah Khomeini, celui qui en 1979 renverse le Shah d'Iran. Mais que retenir de tout ça ? C'est que entre l'écriture de l'histoire proposée par le Shah, qui prive son peuple de liberté, et l'écriture de l'histoire proposée par les ayatollahs, qui également prive le peuple de liberté, vous avez une autre histoire qui s'écrit, c'est une histoire populaire de l'Iran, construite, écrite par des hommes, par des femmes qui sont prêts à mourir, tout simplement pour la liberté. Oui. Merci Xavier. On va évoquer avec vous, Marie, un homme qui fait le tour du monde à pied. Il n'a pas fini. Et ça fait 27 ans que ça dure. Qui sait se piquer ? Ça y est, il en voit le bout. Normalement, 2026, c'est la dernière année de marche pour se piquer, comme vous dites. Merveilleux piqué. Carl Bushby, il a 56 ans. C'est un ancien parachutiste de l'armée britannique dont la BBC nous raconte article après article l'incroyable aventure. C'est une aventure qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, vous allez le voir. En 1998, quand ce jeune Carl, il a 29 ans à l'époque, décide de quitter l'armée, c'est parce qu'il s'ennuie. Il a envie d'aventure et il part tout au bout, tout au sud du Chili, à Punta Arenas, pour commencer un tour du monde de 58 000 km. Alors, à cette époque, il pense que ça va lui prendre 12 ans. Il s'est fixé 2 règles absolues. 1, interdit d'utiliser autre chose que ses pieds, aucun autre moyen de transport. Et puis 2, interdit de rentrer chez lui voir sa maman, qui est à Hull, en Grande-Bretagne, avant la fin du trajet. C'est le but, c'est l'arrivée. C'est son but depuis 27 ans maintenant. Ça a mis plus du double de temps prévu parce que vous en parlez tous les jours dans cette émission. Oui. Le monde est troublé. Le trajet est chaotique. Carl Bushby a rencontré moult obstacles sur le chemin de son expédition Goliath, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Obstacles comme, par exemple, des gangs dans la jungle entre le Panama et la Colombie. Obstacles comme des plaques de glace mouvantes, extrêmement dangereuses, qu'il a parcourues sur les 90 km. C'est un exploit, ça.
entre, regardez, l'Alaska et la Russie. C'est le fameux détroit de Bering que Karl a traversé par moins 30 degrés. Alors là, sur la carte, avec cette échelle, on a l'impression que c'est de l'eau. Mais en hiver, vous pouvez marcher dessus parce que c'est une banquise extrêmement dangereuse. Et puis ensuite, arrivé en Russie, il est emprisonné parce qu'il est entré illégalement. Il va y passer des années pour réussir à traverser la Russie parce qu'il va supplier pour avoir des visas. À chaque fois, c'est un problème. Entre chaque session de marche, en fait, il rentre au Mexique où il a élu domicile pour pouvoir refaire ses visas. Il n'a pas le droit de rester trop longtemps dans chaque pays. En 2008, il y a un crack financier, peut-être que vous en souvenez, ça lui fait perdre plein de sponsors. En 2020, une pandémie mondiale, le Covid qui stoppe sa marche au Turkménistan. Et là, deuxième problème, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il ne peut plus passer par la Russie, parce que c'est un citoyen britannique. Il ne peut pas non plus passer par l'Iran, ce n'est pas une option. Et du coup, il se résout, autre exploit, à traverser à la nage la mer Caspienne. En 30 jours, il nage le matin, il dort sur le bateau, un bateau d'assistance qui le suit la nuit. Il n'aime pas trop nager, a-t-il précisé. En plus. Aujourd'hui, c'est bon, là, normalement, il est en Hongrie. En mars prochain, il prévoit de passer la frontière autrichienne et d'aller embrasser sa maman en octobre 2026. Sa maman, qui, c'est très mignon, explique à la BBC qu'elle lui a fait un cadeau de Noël tous les ans en son absence. Et donc, il a une grosse pile à ouvrir quand il reviendra. Il reste quand même, réfléchissez au parcours qu'il reste, il reste une mer à traverser la Manche. Il doit encore traverser la Manche. Alors, il est en négociation avec le tunnel sous la Manche pour pouvoir emprunter un couloir de service parallèle au rail. Il ne sait pas si ça va aboutir. Si ça rate, il va devoir encore une fois nager, alors que c'est beaucoup plus froid que la mer Caspienne. Ce qui ne l'empêche pas, je trouve ça incroyable, de résumer son périple avec cette phrase: ce monde, en fait, est bien plus amical et agréable qu'il n'y paraît. Quand on marche, on a l'air de prendre la vie du bon côté. Eh bien, écoutez, on va l'inviter, hein. On veut le rencontrer. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05, évidemment. Bis morgen. Tchuss.